Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée du journal, Carole Ostorero, directrice de la Société des mines de Saint-Élie, SMSE. Ambiance électrique à Saint-Élie entre Carole Ostorero et Véronique Jaccaria, mais l'affaire peut prendre une tournure politique puisque le président de région, Rodolphe Alexandre, se dit consterné de cette situation. Que s'est-il vraiment passé à Saint-Élie? Et puis, quelle suite donner à cette affaire? Toutes les réponses avec l'invité du journal, Carole Ostorero. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. La température monte dans l'affaire Leclerc. La séance qui a lieu ce matin à la cour d'appel du tribunal de grande instance de la ville de Cayenne a été renvoyée. Cette affaire oppose le mouvement Walwari à Anne-Sophie Leclerc et au Front National. Les avocats de la partie civile ont demandé le renvoi de ce procès. Le motif ? L'apport de prétendues nouvelles conclusions par la défense 48 heures avant le procès. L'avocat de Mme Anne-Sophie Leclerc nous a donné des conclusions de 25 pages et l'avocat du Front National des conclusions de 12 pages. Mardi après-midi, plutôt dans la soirée, ce qui fait que je n'ai pas pu transmettre les conclusions qui avaient été adressées au premier président. Il y a quand même des principes de délai raisonnable et qui sont prévus par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et nous estimons que le délai ne nous était pas accordé, n'était pas suffisant. Les échanges ont été vifs entre les deux avocats d'Anne-Sophie Leclerc du Front National et les 5 avocats de Walwari. Monsieur Jérôme Triomphe, avocat de la défense, dénonce une tentative de manipulation du tribunal par la partie civile. Je pense que la Cour a souhaité non pas entraver les droits de la défense, mais éviter des tensions qui ont été annoncées à l'audience par certains avocats de la partie civile. Ce procès a été fait par Walwari ici, dans cette ville de Cayenne, dans un seul but, c'est d'entraver les droits de la défense, en violation des règles les plus élémentaires du procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui réclame, exige qu'un accusé ait les moyens et les facilités nécessaires à sa défense. Elle a été citée à Cayenne pour jouer en quelque sorte à domicile, dans un seul but, c'est d'empêcher une défense normale. C'est réussi, mais ce n'est pas terminé. Et je pense que Walwari et ses conseils vont avoir maintenant à répondre de la nullité et de l'irrecevabilité de cette procédure qui n'a été faite en réalité que pour faire un coup politique. C'est scandaleux, mais la justice passera. L'ancienne candidate FN au municipal qui avait comparé Christiane Taubira à un singe sur sa page Facebook était absente de l'audience ce matin à la cour d'appel de Cayenne. Le 15 juillet dernier, elle a écopé de 9 mois de prison ferme et 50 000 € d'amende et le Front National de 30 000 € d'amende. La date du renvoi du procès a été fixée au 2 juin prochain. La Guyane se dote d'un observatoire de la dynamique côtière. Cet outil voulu par les pouvoirs publics va amener la mutualisation de ces données de recherche. L'ensemble des décideurs et des gestionnaires de littoral pourront bénéficier de cette plateforme commune de partage et d'expertise. Pour l'instant, cet observatoire, il est avec 2 entités. La DEAL, qui est un service de l'État, et le BRGM, qui est très spécialisé là-dessus. C'était normal que l'État initie ça. On a besoin d'une interface entre ce que fait la recherche, c'est-à-dire acquisition de données, et nous, des éléments fiables et opérationnels pour décider comment nous allons aménager notre littoral. Donc cet observatoire a son utilité énorme en termes de décision de la politique publique d'aménagement des territoires. Il sera un appui aux politiques publiques de gestion du littoral ainsi qu'une source de retour d'expérience et d'aide à la décision au titre des événements côtiers exceptionnels. Il faut que ce soit une compétence partagée, parce que ça l'est déjà, mais il faut vraiment une vision commune entre les collectivités et l'État pour pouvoir, je dirais, en termes d'aménagement, être dans une symbiose. Et l'observatoire va aider que nous partagions les mêmes données. C'est la connaissance du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser aménager le territoire de la Guyane, on ne peut pas penser, je dirais, avoir une vision à 30-40 ans si on n'utilise pas les éléments de connaissance d'un passé, puisqu'on a vu qu'il y avait des données qui datent de 1950 et même certaines de 1875, pour pouvoir tout simplement avoir une projection sur l'avenir, parce que ce sont des cycles naturels qui reviennent. Le littoral guyanais est soumis à des phénomènes d'érosion-accrétion très importants. Parallèlement à ces phénomènes, la Guyane connaît une tendance à la concentration des activités humaines sur le littoral. Pour ces raisons, le besoin de comprendre, connaître et anticiper les évolutions littorales et leurs conséquences est un enjeu essentiel.
Gabriel Serville, le député maire de Matoury, a annoncé ce matin, lors d'une conférence de presse, son intention de déposer plainte contre l'ancien premier magistrat Jean-Pierre Théodore Roumillac. La cause, l'ancien maire de Matoury était élu et en même temps salarié de la collectivité. Situation inédite, mais hors la loi, puisque c'est l'argent de la collectivité qui a servi à payer les cotisations ouvrières, selon Gabriel Serville. Un préjudice d'un montant de 25 000 €. La plainte, citation directe à comparaître au tribunal correctionnel. Trop de zones d'ombre, d'après le maire actuel. Il est question là de détournement de fonds publics. Mais parmi les zones d'ombre, pour moi, la plus grave, c'est le fait que l'intéressé n'ait pas payé ses cotisations ouvrières. Vous savez que la règle, c'est que ces indemnités auraient dû être payées à partir, ces cotisations auraient dû être payées à partir de ces indemnités de maire. Ce n'est pas ce qui a été fait. C'est-à-dire que c'est l'argent de la mairie, donc l'argent du contribuable, l'argent des impôts que payent les contribuables, qui a servi à payer cette cotisation. Vous savez, dans le droit pénal, dans le droit français, ça peut s'apparenter à un détournement de fonds publics. Dernière question. Monsieur Roumillac a encore des amis ici. Quelle est l'ambiance à la mairie de Matoury? Moi, je dirais que c'est une ambiance de travail qui, par moments, peut être tendue, ce qui est normal. Je dis que lorsque vous passez 25 ans de vie commune avec des personnes salariées sous votre autorité, que vous partez, il n'est pas dit que les gens vont oublier comme ça du jour au lendemain ces 25 années passées ensemble. Donc je considère qu'il soit normal que par moment il y ait des petites tensions entre les uns et les autres. Cela dit, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de personnel qui sont attachés à faire le travail pour lequel ils sont payés que de personnel qui viendrait ici en tirant la patte. Vous savez, il a été dit dernièrement que depuis notre arrivée, le personnel est plus souvent malade, plus souvent en congé de maladie. J'ai fait sortir les statistiques et elles parlent d'elles-mêmes. Entre janvier 2014 et mars 2014, la commune de Matoury a connu 2145 journées non travaillées pour raison de santé. Je dis bien en 3 mois, elle en a connu 2145. Entre avril 2014 et décembre 2014, donc après notre arrivée, elle en a connu seulement 2549. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si on avait suivi le même cheminement que sur le premier trimestre de l'année 2014, eh bien, sous l'ère Serville, on aurait dû arriver à 6300 journées non travaillées pour raison de santé au lieu de 2549 qu'on a connu. Vous savez, il y a le sentiment et puis il y a la réalité des faits. Je crois que là encore, l'avenir va nous donner raison parce que les mesures que nous prenons aujourd'hui, qui sont des mesures de justice, qui sont des mesures d'équité, qui sont des mesures de responsabilité, naturellement vont déranger un certain nombre de personnes qui avaient l'habitude de jouir comme ça d'une liberté absolue. Moi, je considère que le sens de la responsabilité qui m'anime vis-à-vis des électeurs qui m'ont fait confiance me pousse à agir dans un cadre qui soit rigoureux, dans un cadre qui soit respectueux de la loi. Et c'est ce que je vais continuer à faire, même si je comprends par moments que cela puisse déranger certaines habitudes. C'est parti pour 6 jours de goût et saveur. Organisés par la région Guyane, ces journées ont pour objectif la préservation et la diffusion du patrimoine culinaire et gastronomique. Parrainé par le cuisinier, chef d'entreprise et musicien guyanais Henri Cyril, cette seconde édition prend d'autres dimensions. Pour ce lancement, le croupiat noir et la coupe à rivière sont mis à l'honneur. J'ai regardé ce poisson-là, j'ai presque craqué. Pourquoi? Parce que vous savez, on regarde un produit, on a envie de le travailler. Et le croupiat qui a une chair épaisse, lever les filets du croupiat, je dis, il y a des choses fabuleuses à faire avec. Il faut se dire une chose, un poisson, quel que soit le poisson, ils ont chaque poisson à leur saveur. Il faut leur donner un goût, un assaisonnement, il faut le travailler. Et moi je dis, il y a à faire avec tout ce qu'on trouve sur nos marchés. Car plus ça va, dans le monde entier, le poisson devient un produit de luxe. Le croupiat noir et la coupe à rivière ont été servis selon différentes recettes élaborées par les élèves du lycée Melchior Garé. En effet, un volet formation des jeunes et développement des compétences fait partie des objectifs de ces journées du goût et des saveurs. Un moyen pour promouvoir la filière des métiers de bouche. Donc il y a un partenariat entre le MIR et Melchior. Le MIR fournit ses poissons au lycée Melchior. Nos jeunes qui sont en formation réalisent des recettes. D'ailleurs des fiches à ce titre ont été réalisées sur le croupiat noir et la coupe à rivière. 3 recettes par poisson. Et un déjeuner est prévu avec une délégation au lycée. Tout au long de ces 6 journées, se tiendront des conférences et des entretiens avec des nutritionnistes et autres experts de l'alimentation et de la santé.
Le tout rythmé par des ateliers, des plateaux artistiques ou encore des dégustations. Ces journées risquent d'être un véritable régal pour les passionnés de cuisine, qui pourront découvrir ou redécouvrir la richesse des plats traditionnels guyanais. De retour sur le plateau avec notre invité du journal, Carole Osterero. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Société des mines de Saint-Élie, SMSE. Une ambiance plutôt électrique entre vous et votre ancienne copine, je ne sais pas, vous allez nous dire tout à l'heure. Une réunion qui se passe mal à la préfecture. Avant de revenir sur tout ça, dites-nous pourquoi cette affaire a éclaté, cette fameuse barrière de Saint-Élie. Que s'est-il vraiment passé? Alors en fait, il ne s'agit pas d'une barrière, mais il s'agit d'un portail. Simplement pour essayer de remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit d'une piste minière qui va du bord du lac jusqu'à notre concession. Nous avons donc une convention d'occupation du sol avec l'État, la personne l'ONF. Et dans cette convention, elle nous donne en fait l'usage de cette piste que nous avons créée, les deux compagnies minières que sont Oplata et SMSE. C'est une piste que nous entretenons tous les ans et évidemment nous en avons aussi toute la responsabilité et c'est là où en réalité le problème se pose. On va y revenir. Alors pour que les choses soient claires pour les téléspectateurs, quand on dit que la piste appartient à l'État, gérée par l'ONF, ce n'est pas tout à fait vrai? En fait, non, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nous avons une convention d'occupation du sol qui existe depuis 1996, qui a été renouvelée en 2008, mais dans laquelle, en fait, il est précisé que les deux sociétés minières dégagent d'ores et déjà l'État et l'ONF de toute responsabilité en ce qui concerne les dommages qu'ils pourraient avoir sur cette piste. Donc là, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc et c'est repris dans la convention que nous avons signée en 2008 et qui court jusqu'à 2018. Alors, une réunion en préfecture qui se passe mal, enfin, qui c'est courte. Pourquoi ? En fait, oui, effectivement, quand nous sommes arrivés, le conseil municipal, dans sa grande majorité, était présent. Et donc, les discussions ne se sont pas engagées parce que Madame le maire et son premier adjoint ont fait état du barrage et qu'il souhaitait voir lever ce barrage. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que ce n'est pas un barrage, c'est un portail et que ce portail est ouvert depuis... il est resté fermé même pas une journée et il est ouvert depuis. Aujourd'hui, tout le monde peut circuler sur la piste de Saint-Élie. Tous ceux qui s'y rendent peuvent circuler puisque c'est ouvert. Donc c'est un portail et elle souhaitait que soit retiré immédiatement le portail et c'était un préalable. Donc à cette occasion, les discussions n'ont pas pu s'entamer parce que c'était un préalable et à mon sens, il y a eu un manque d'information puisque le portail était en lui-même ouvert à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui. Donc ils se sont retirés et la réunion ne s'est donc pas tenue. Alors, vu de l'extérieur, on a cette fameuse impression, la SMSE bloque le bourg de Saint-Élie, c'est ce qu'on entend ici et là. Comment on peut expliquer aux téléspectateurs justement que ce n'est pas vraiment le cas apparemment? Alors, moi je dirais que la SMSE et l'autre société minière fait en sorte que le bourg soit désenclavé. C'est ça le plus important de le savoir aujourd'hui. C'est grâce à la piste créée par les sociétés minières que le bourg est désenclavé. Le bourg n'a pas de piste propre et donc c'est bien les seules entreprises privées qui chaque année mettent entre 150 et 200 000 euros en fonds propres pour que la piste soit bien entretenue et que chacun puisse y circuler. Donc, et ça, anciennement, la mairie, ils le savent, bien sûr. Bien sûr, puisqu'ils l'empruntent et depuis toujours. Et donc, la mairie ne participe pas à cet apport financier et personne, seules les entreprises en ont la charge.
Voilà, donc moi je dirais que le désenclavement se fait grâce aux entreprises minières. C'est tout le contraire de ce qui est dit aujourd'hui. Carole Ostorero, pourquoi ce problème aujourd'hui? On n'a jamais entendu parler de problème de cette sorte auparavant. Pourquoi aujourd'hui? Moi-même, je ne saurais pas le dire. Qu'est-ce qui a déchaîné en fait toutes ces passions? Parce que il est important aujourd'hui de se mettre autour de la table. C'est ça, pour que l'on définisse. On ne peut pas faire circuler des engins de piste qui sont interdites sur la route, comme chacun sait, les engins de chantier ne peuvent pas circuler sur une route. Donc quand on fait croiser des engins de chantier avec des véhicules de tourisme, évidemment ça pose un problème, puisque normalement ils ne doivent pas se rencontrer. Donc si... Donc c'est ce que vous mettez en avant, bien sûr, la sécurité. Et oui, parce que c'est toute ma responsabilité. Voilà, sécurité et responsabilité. Ben oui, donc il faut que si on doit circuler, puisqu'aujourd'hui Madame le maire veut en effet développer le plus possible sa commune, ce que je trouve tout à fait normal et j'en suis heureuse, mais il faut que des règles soient instaurées et que les responsabilités soient bien définies. Et puis aussi qu'il y ait un partage financier, parce que ça ne peut pas être sur les seuls deniers des entreprises que tout un chacun pourrait simplement circuler sur les pistes. Donc savoir qui peut mettre sur la table. On va peut-être y revenir. Le maire, et les mots sont importants, le maire veut enlever la barrière et pas qu'elle soit ouverte. Vous voyez un petit peu les mots qui sont importants. Oui, mais la barrière, on est... Ça veut dire que dans son esprit, vous n'avez même pas à mettre de barrière. Oh, mais on est dans une gestion privée. Là, je suis à l'intérieur d'une gestion privée, avec notamment une zone d'emprunt, c'est-à-dire un lieu proche de la barrière. Donc il faut un portail. Voilà, à des moments, lorsque l'on considère qu'on peut faire des manipulations, enfin que les engins puissent circuler fortement dans une zone, si on veut barrer, on peut le faire. Nous sommes proches du bourg. Si on doit sortir des camions et que ça peut engendrer des risques importants, eh bien, on peut le faire. Elle est un petit peu fâchée, Madame le maire, c'est-à-dire que vous l'avez fait, il fallait, d'après ses dires, d'après ses propos, il fallait venir la voir pour lui dire que vous allez fermer, ou en tout cas mettre une barrière ou un portail. Le fait de n'avoir rien dit à la mairie, c'est un petit peu ce qui fâche la mairie de Saint-Hélier. Il dit que vous n'avez pas respecté la procédure. Que dire ? Que dire Simplement, en effet, on a communiqué avec les services municipaux, puisqu'il y a quelques personnes qui sont sur place. Effectivement, on n'a pas appelé en personne Madame le maire. On a communiqué avec la gendarmerie. Voilà. Vous comprenez sa frustration quand elle dit qu'elle est obligée de vous demander, elle, maire de Saint-Hélier, pour demander pour juste passer sur cette piste? Je peux comprendre la frustration, mais je ne peux pas. Je veux qu'elle comprenne aussi qu'il faut à un moment donné et qu'on s'assoie autour de la table. Voilà, il faut qu'on discute et qu'on fasse le partage des responsabilités. Je ne peux pas être seule à partager toutes les responsabilités et à prendre en charge tous les frais occasionnés pour la réparation et l'entretien de cette piste. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un dialogue qui doit s'instaurer simplement, et je regrette aujourd'hui qu'une telle situation soit... prenne cette ampleur-là. Voilà, que la situation prenne une telle ampleur. Voilà, je ne m'y attendais pas, absolument pas. C'était simplement des détails administratifs à régler. Voilà. Si le problème n'est pas réglé, cela passera par la justice, d'après ses dires. Non, vous voulez... Ça peut se régler autour d'une table. Je pense qu'il n'y a pas lieu de passer par la justice. Si elle souhaite qu'on s'entende et qu'on fasse ce partage, l'État d'ailleurs peut être présent, puisque c'est eux-mêmes qui signent les conventions d'occupation du sol, donc ils peuvent être également présents. Comme cette proposition qui avait été faite par le sous-préfet d'une réunion de concertation dans ce but. Le président de région, Rodolphe Alexandre, se dit consterné de cette situation, le fait que vous ayez, d'après ses dires, bloqué cette piste. Qu'en pensez-vous ?
Vous, en tant qu'élu régional aussi. Oui, je suis un peu surprise parce qu'effectivement, je suis moi-même élue régionale. J'aurais souhaité un petit coup de fil peut-être de mon président de région qu'il me demande quels étaient les tenants et aboutissants dans cette affaire. Cela n'a pas été le cas. Et puis, je regrette également, je pensais que le candidat à la future collectivité unique était plutôt un homme de dialogue, un homme qui favorise la conciliation entre les hommes et les femmes de ce territoire. Et je regrette qu'il renvoie tout ça à l'État et qu'il n'ait pas pris la peine de m'appeler personnellement pour que je lui explique et que lui-même fasse un lien entre peut-être Madame Jaccaria et moi-même plutôt que la préfecture. Donc autour de cette table, il faut Carole Ostorero, maire de Saint-Élie, Rodolphe Alexandre et l'État? Non, simplement Madame le maire. Ça peut se régler entre vous? Et moi-même. Vous étiez ensemble pour les municipales. Mon Dieu, ça fait combien? 1 an? Oui. Ça passe vite? Ça passe vite. Entre-temps, l'eau coule sous les ponts, ça va trop vite en Guyane. Merci en tout cas, Carole Ostorero. Donc on espère que les choses vont se régler autour d'une table. Je l'espère. Très bien. Je rappelle, vous êtes directrice de la Société des mines de Saint-Élie, SMSE. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous le week-end, lundi. Passez un excellent week-end. Ce soir, le best-of de Dom Laquezotte. Mais juste avant, le journal de TF1. Bon week-end et à lundi.